Donc, Nicolas Vallée parlera en visio. Il a une société de train. Il est médecin hématologue, enseignant-chercheur au CHU de Tours. Et après, Camille Malbrun, qui est interne en hématologie au CHU de Tours. Ils vont présenter leurs travaux pendant 3 minutes, sans questions, parce que le vote, n'oubliez pas de voter après pour les posters, parce que le vote s'arrête à 11h30. Et il faudrait voter pour chaque domaine, même si vous mettez vote blanc pour ceux qui ne sont pas dans votre intérêt. Merci. Merci de m'avoir proposé de présenter mon travail de thèse d'université et merci à la technique d'organiser ma présentation en visioconférence puisque donc j'ai été retardé avec le TGV de ce matin qui a 2 heures de retard et donc je n'ai pas pu être là avec vous, j'en suis déçu et désolé. Et donc le TGV avant nous a rencontré un bloc de béton et donc nous n'avons pas pu arriver jusqu'à Montparnasse. Le fait est que ce qui fait une transition vers l'initiation de mon travail de thèse d'université, puisque l'objectif de mon travail de thèse était de comprendre les résultats d'un essai clinique qui est donc l'essai Allozitro. Cet essai évaluait l'utilisation d'un antibiotique, l'azithromycine, en comparaison à un placebo au cours d'une étude de phase 3 randomisée. Et l'azithromycine était donnée afin de prévenir la réaction du greffon contre l'hôte pulmonaire. Or, au cours de cet essai, il a été observé, non pas d'effet sur la réaction du greffon contre l'hôte pulmonaire, mais une augmentation significative du risque de rechute, comme vous pouvez le voir ici, avec un hazard ratio à 1,7 chez les patients qui ont reçu l'azithromycine. Et donc, les résultats de cet essai clinique ont fait l'effet d'un bloc de béton face à un TGV à pleine vitesse. Donc, l'essai a été interrompu. Les patients, avait cette augmentation du risque de rechute. Et donc, ce qui restait comme question, c'est comment est-ce qu'un antibiotique, l'azithromycine, pouvait-elle augmenter le risque de rechute? Et pour répondre à cette question, nous avions la chance d'avoir des échantillons de patients inclus dans cette étude, mais qui étaient également inclus dans 2 collections biologiques. Donc, nous avions la collection Cryostem, donc sur la gauche. Nous avons pu étudier des échantillons de patients qui nous ont montré que les patients qui étaient traités par azithromycine avaient moins de lymphocytes T, et parmi ces lymphocytes T, il y avait surtout des lymphocytes T épuisés et qui montraient des anomalies métaboliques, notamment de la glycolyse. Et ensuite, par des modélisations in vitro, nous avons montré que l'azithromycine bloquait directement les fonctions antitumorales des lymphocytes T, notamment en culture. Si on mettait des lymphocytes T spécifiques de la tumeur, par exemple des CAR-T-cells anti-CD19 avec des cellules exprimant CD19, l'azithromycine bloquait les fonctions antitumorales de ces lymphocytes T. Et nous avons pu, par des analyses donc transcriptomiques et d'analyse métabolique en direct en Seahorse, mettre en évidence que l'azithromycine bloquait le métabolisme énergétique des lymphocytes T, notamment lymphocytes T du donneur, et donc bloquait les réponses immunitaires antitumorales. Or, comme vous le savez, l'azithromycine étant un antibiotique, il peut également modifier le microbiote digestif. Et le microbiote digestif est particulièrement important pour la régulation des réponses immunitaires. Et dans une seconde collection biologique d'échantillons de sels, nous avons pu mettre en évidence que les patients, comme vous pouvez le voir sur la droite ici, les patients donc, qui avaient reçu l'azithromycine et qui étaient en rechute, dans le carré supérieur à droite, étaient enrichis en une bactérie qui s'appelle le Bacteroides fragilis. Et ce Bacteroides fragilis était spécifiquement associé à des populations de lymphocytes T que l'on décrit comme étant épuisées, c'est-à-dire des lymphocytes T anergiques qui, lorsqu'ils rencontrent leur cible, n'ont plus de capacité de réagir contre la tumeur. Et donc, l'azithromycine modifie le microbiote digestif qui est associé à des lymphocytes T épuisés, réduisant les réponses immunitaires antitumorales, ce qui fait que les résultats de cet essai clinique peuvent être expliqués par l'utilisation d'un antibiotique qui est immunosuppresseur directement sur les lymphocytes T en modifiant leur métabolisme énergétique, et deuxièmement, par une modification du métabolisme du receveur, notamment en passant par le microbiote digestif et en favorisant des bactéries associées à la rechute et à la prise d'azithromycine, notamment le Bacteroides fragilis. J'espère que je n'ai pas été trop long à cause de la technique notamment, mais merci encore de m'avoir proposé de présenter ce sujet-là et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Comme je dis, il n'y aura pas de questions, donc on passe tout de suite à la présentation de Camille Malbrun, interne au CHU de Nancy, qui a participé au projet qu'elle va présenter au nom de sa collègue Esther Hazan-Leroyer, qui ne peut pas être là malheureusement. Merci Camille.
Bonjour à tous, je suis Camille Malbrun, je suis en effet interne au CHU de Nancy et je présente les travaux de ma collègue Dr Esther Hazan-Leroyer, qui ne peut pas être là aujourd'hui et dont elle a fait du coup son sujet de thèse. Donc j'ai 180 secondes pour vous présenter l'aventure de la production et de l'administration de lymphocytes T spécifiques antiviraux chez les patients allogreffés de cellules souches de moelle osseuse. Donc comme vous le savez, l'allogreffe, ça met du temps à reconstituer au niveau de l'immunité. Ensuite, on parle d'environ de minimum 2 ans pour avoir une immunité, ce qui fait qu'il y a une susceptibilité des patients aux infections graves, notamment virales. Et du coup, il y a eu cette idée de réinjecter des lymphocytes T spécifiques antivirus aux patients qui étaient infectés par ces virus. Donc les lymphocytes T spécifiques sont récupérés à partir du donneur de l'allogreffe ou d'un donneur haploïdentique familial, à condition qu'il ait été exposé au virus. Ils sont récupérés par le cas Ferez et sont ensuite techniqués dans un appareil qui s'appelle le Prodigy, donc à l'UTCT de Nancy. C'est le seul centre en France qui le fait. Et ce qui permet, grâce à une stimulation par des peptides spécifiques antiviraux, puis ensuite un marquage par magnétique avec des anticorps, puis sélection immunomagnétique, de récupérer une fraction enrichie en lymphocytes T spécifiques des virus, qui est ensuite réinjectée aux patients qui sont infectés par des infections à adénovirus, EBV ou CMV. Donc l'étude que je vais vous présenter, c'est une étude de vie réelle qui concerne l'efficacité et la sécurité de l'infusion de ces lymphocytes T antiviraux, qui est un médicament de thérapie innovante qui est mené sur les 29 patients qui ont été traités à l'UTCT de Nancy de 2016 à 2023, chez des enfants et des adultes. Donc sur 29 patients, 56% étaient répondeurs à 1 mois et 62% l'étaient à 3 mois. Plus la charge virale est élevée, moins bonne est la survie et moins bonne est la réponse antivirale, ce qui nous fait penser qu'une infusion plus précoce pourrait être plus profitable pour les patients, puisque actuellement ils sont utilisés en dernière chance chez des patients un peu en bout de course, en très mauvais état général, et en médiane de 50 jours après la réplication virale. Donc la tolérance de ce MTI est quand même très bonne, puisque aucune GVH de novo n'a été reportée dans la cohorte. Et donc plus récemment, après 2023, le projet a gagné en importance et le service de TCT de Nancy a pu ouvrir l'accès au LTSA à tous les patients immunodéprimés, même les greffés d'organes solides, et a ouvert également les indications avec 2 autres virus, le BK et le JC virus. Et c'est aujourd'hui donc le tout en passant par une RCP nationale qui est sous l'égide de la NGMTC. Donc actuellement, ce sont 72 patients qui ont été traités de 2016 à 2024, de France ou francophone. Et l'analyse de ces données est en cours et j'ai donc repris cette étude pour en faire mon DES d'interne en hématologie. Donc pour conclure, les LTSA sont une solution possible dans le traitement des infections virales de l'immunodéprimé, à condition d'y avoir recours précocement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Je suis Christelle Lacombe, fondatrice de l'association Kimba. Pour situer l'association Kimba, c'est une association récente qui aura bientôt 3 ans, qui intervient sur 2 axes. L'accompagnement des adolescents et des jeunes adultes durant leur parcours de soins contre la leucémie et plus largement les cancers du sang. Et le second axe, c'est la mobilisation autour des dons de vie et notamment autour du don de moelle osseuse par le recrutement actif de volontaires en les inscrivant directement sur le registre des donneurs de moelle osseuse national. Voilà. Je suis très heureuse aujourd'hui. Merci beaucoup à l'ABM de m'avoir permis d'être à ses côtés aujourd'hui pour co-modérer cette session. Donc nous allons revenir ensemble sur l'évolution des critères de compatibilité HLA entre receveurs et donneurs de cellules souches. Dans l'idéal, chaque patient atteint d'une maladie grave du sang devrait disposer d'un donneur compatible. Mais lorsque ni les apparentés ni les donneurs inscrits sur les registres internationaux ne correspondent parfaitement, de nouvelles solutions émergent. Grâce à des techniques innovantes qui réduisent le risque de la complication majeure qu'est la réaction du greffon contre l'hôte, il devient aujourd'hui possible d'envisager des greffes avec des donneurs non apparentés et partiellement compatibles. Merci Christelle. Donc Catherine Fauché, je suis la directrice du prélèvement et de la greffe de cellules souches hématopoïétiques à l'Agence de la biomédecine.
On est particulièrement heureuse avec Christelle de cette session aujourd'hui, puisque elle va ouvrir la porte donc à un domaine qui est encore l'objet de beaucoup de recherches, qui sont les greffes non apparentées avec un mismatch, donc en dehors du gold standard du donneur 10 sur 10. Et je laisse tout de suite la parole à nos intervenants. Merci d'être là, merci pour votre intervention. Je propose qu'on fasse les 3 présentations d'abord et qu'on laisse la place à la discussion à la fin des 3 présentations. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi je suis Maud Avias, biologiste au laboratoire HLA et centre receveur de Marseille, et je suis accompagnée de Juliette Villemontex, qui est biologiste au laboratoire HLA de Paris et centre receveur de Paris également. Donc on va vous parler aujourd'hui de la recherche d'un donneur non apparenté pour un patient en attente de greffe de cellules souches du point de vue du laboratoire HLA, bien sûr, et notamment la probabilité d'avoir un donneur non apparenté en incluant les compatibilités HLA inférieures à celles habituellement utilisées de 10-10 et 9 sur 10. Donc la compatibilité en greffe de cellules souches entre le receveur et son donneur est basée avant tout sur la compatibilité HLA. Donc le système HLA pour Human Leukocyte Antigène, est un système qui est présent sur les leucocytes ou globules blancs et qui régit la tolérance entre les systèmes immunitaires de 2 individus différents. Donc, au niveau du génome humain, le système HLA est situé sur le chromosome 6. Il comprend de nombreux gènes. Les gènes utilisés dans la greffe de cellules souches sont les gènes HLA, comme vous voyez ici, A, B, C, DRB1, DQB1 et DPB1 x2, puisque nous disposons de 2 chromosomes 6, l'un transmis par le père, l'autre transmis par la mère. Donc on parle de transmission du HLA haplotypique. Et pour chacun de ces gènes HLA ont été décrits de très nombreux allèles chez l'humain. Par exemple, si on regarde le HLA-A, il a été rapporté près de 8000 allèles ou séquences génétiques différentes, codant pour près de 5000 protéines différentes. Donc, comment étudier ce système HLA ? Donc, nous allons travailler à partir d'ADN, donc issu d'un échantillon le plus souvent sanguin, mais parfois il peut s'agir d'un échantillon de salive ou buccal ou autre, sur lequel nous allons utiliser des techniques de biologie moléculaire pour réaliser le séquençage des gènes HLA et établir le typage haute résolution du receveur et de son donneur. En parallèle, nous allons effectuer une recherche de la présence ou non d'anticorps anti-HLA chez le receveur, donc anticorps anti-HLA qui sont dirigés contre des allèles HLA différents et non connus du receveur. Et cette immunisation HLA peut survenir suite à des événements immunisants dans la vie d'un patient, tels que les transfusions, les grossesses chez la femme et dans la greffe de cellules souches, certaines transplantations d'organes et de tissus. Donc, pour avoir la plus grande tolérance, la meilleure tolérance du système immunitaire, le typage HLA du donneur doit être le plus proche possible de celui du receveur. Donc, étant donné la grande diversité du système HLA, la probabilité d'identifier un donneur qui a un typage HLA le plus proche possible du receveur est plus élevée au sein d'une même famille. Donc, par exemple, au sein d'une fratrie issue d'un même couple parental, la probabilité que l'un des frères ou sœurs du receveur ait un typage identique au receveur, elle est de 25%. On parle là de génoidentité. Le plus souvent, ce donneur génoidentique constitue le premier choix en termes de donneur. Et plus un receveur possède de frères et de sœurs, plus la probabilité d'avoir un donneur génoidentique augmente. Parfois ou souvent, lorsque le receveur ne possède pas de donneur génoidentique, ou alors lorsqu'il en possède un, mais que celui-ci ne peut pas donner, n'est pas apte à donner sa moelle osseuse, nous pouvons nous orienter vers un autre type de donneur apparenté ou intrafamilial au sein de la famille, qui est le donneur haplo-identique. Donc, ce donneur, en fait, possède un haplotype HLA en commun avec le receveur et un haplotype HLA différent du receveur. Donc, cette probabilité d'identifier un donneur haploïdentique entre un parent et son enfant est de pratiquement 100%, et entre un frère et une sœur de 50%.
Donc si le receveur ne dispose pas de donneur compatible au sein de sa famille, ou alors si par rapport à sa pathologie ou son protocole thérapeutique, il vaut mieux ne pas s'orienter dans un premier temps sur un donneur apparenté, il est possible de faire appel à un autre type de donneur, donc qui sont les donneurs non apparentés, donc donneurs hors de la famille. Donc dans ces donneurs, nous avons les donneurs en fait qui sont des personnes volontaires, anonymes, aptes aux dons et qui s'inscrivent sur les registres de donneurs volontaires de moelle osseuse au niveau international. Donc là, on va parler de compatibilité HLA phénoïdentique et on va voir juste après comment est-ce qu'on choisit ces donneurs. Et vous avez ensuite les donneurs qui sont des unités de sang placentaire qui sont, sur la base du volontariat, collectés puis biobanqués dans des banques internationales. Donc vous voyez sur la droite le nombre d'allogreffes réalisés en France entre 2015 et 2024. Donc ce nombre de greffes est en augmentation. En vert, vous avez les greffes qui ont été réalisées à partir de donneurs non apparentés. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit de plus de la moitié des greffes réalisées en France. Et les unités de sang placentaire sont à la marge, donc c'est les verts tout en haut. Et la majorité de ces greffes non apparentées sont réalisées à partir de donneurs volontaires de moelle osseuse. En bleu, vous avez les allogreffes réalisées à partir d'un donneur intrafamilial. Et vous voyez qu'en bleu foncé, les greffes avec un donneur géno-identique ont tendance à petite diminution au profit des greffes en bleu plus clair, haploïdentiques. Alors, comment recherche-t-on ce donneur non apparenté? Donc, les consensus de compatibilité HLA en Europe font que l'on va, dans un premier temps, rechercher une compatibilité HLA dite de 10 sur 10 entre le donneur volontaire et le receveur. Donc, comme vous le voyez dans l'exemple juste à côté, une compatibilité HLA de 10 sur 10, c'est une compatibilité pour laquelle le typage du donneur est identique à celui du receveur sur les loci HLA, A, B, C, DRB1, DQB1. La compatibilité sur le locus DPB1 n'est pas obligatoire. Lorsque celle-ci est présente, on parle de compatibilité de 12 sur 12. Si nous n'identifions pas de donneur HLA de compatibilité identique 10 sur 10, nous pouvons rechercher un donneur volontaire de compatibilité HLA 9 sur 10. Donc, comme vous voyez dans l'exemple, le typage HLA du donneur présente une incompatibilité, donc en rouge, en gras, par rapport à celui du receveur. Donc, cette incompatibilité ou ce mismatch est présent sur un des loci, peu importe lequel, A, B, C, DRB1 ou DQB1. Et si nous n'identifions ni donneur 10-10 ni donneur 9 sur 10, donc nous pouvons nous tourner vers la recherche d'un donneur alternatif. Donc, soit si la recherche intrafamiliale le permet, nous pouvons essayer d'identifier, comme on en a parlé précédemment, un donneur haploïdentique au sein de la famille élargie. Donc, il peut s'agir d'un demi-frère, une demi-sœur, un cousin, un oncle, une tante, un petit-fils ou une petite-fille. Par exemple, on peut également se tourner vers les unités de sang placentaire. Et enfin, il est possible depuis quelques temps d'avoir recours à des donneurs volontaires non apparentés de compatibilité moindre, donc inférieure à 10 et 9 sur 10. Par exemple, la compatibilité HLA de 8 sur 10 est la première recherchée en dessous du 9 sur 10. Comme dans l'exemple, il s'agit d'un typage chez le donneur qui présente deux incompatibilités HLA par rapport à celui du receveur sur les loci ABC, DRB1, DQB1. Donc concrètement, comment fait-on pour rechercher ces donneurs non apparentés? On fait ce qu'on appelle un book, on peut aussi dire un coup de sonde, c'est-à-dire que quand un patient va être présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire et que l'indication de greffe va être posée dans les laboratoires HLA ou parfois dans les services cliniques, on peut donc interroger les registres. Donc, grâce au typage HLA du patient, on va en fait aller sur le site de l'agence de biomédecine qui est Cyrenade. Je vais essayer de pointer, voilà. Et donc, on rentre les données de typage HLA du patient. On va rentrer également les types de compatibilité recherchés. Et puis, ça va rechercher parmi les 42 millions donc, de donneurs volontaires de moelle inscrits s'il y a des donneurs compatibles, par exemple, en A, B, C, D, R, D, Q. Le premier choix de la première recherche qui est faite.
Donc cette probabilité d'avoir un donneur compatible, en fait, elle est très variable. Elle va être fonction du typage HLA du patient. En effet, il y a des allèles qui sont plus ou moins rares, puisqu'on a vu qu'il y avait pour chaque locus HLA parfois jusqu'à 5000 protéines. Mais ces protéines ne sont pas équitablement réparties. Il y a évidemment des allèles HLA qui sont plus représentés que d'autres. Et puis, il y a aussi on parle d'association HLA, donc, et dans les haplotypes, il y a des typages HLA qui sont associés, c'est-à-dire un certain HLA-B va aller avec un certain HLA-C. Et donc, quand on a des associations plus ou moins rares et des haplotypes plus ou moins rares, on va également avoir du mal à trouver un donneur qui a donc cette même association. Et puis, c'est selon l'origine géographique du patient, avec une disparité des origines ethniques des donneurs au sein des registres. Ici, vous voyez, c'est les données de la WMDA, donc avec la répartition des registres dans le monde. Donc, il y a 80 registres dans 56 pays, mais on voit une inégalité de répartition, évidemment, selon les continents et également selon le nombre de donneurs inscrits au sein même des registres, puisque si on regarde seulement les 20 premiers, donc sur ces 80 registres, en fait, on va avoir presque 65% des donneurs qui sont issus des 5 premiers registres, donc le NMDP, le DKMS Allemagne, le REDOM, le ZKRD, par exemple. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la conclusion donc, de ce book, c'est probabiliste. On va donner une probabilité d'avoir un donneur 10 dixièmes, 9 dixièmes ou encore 8 dixièmes. Dans les registres, maintenant, c'est vrai qu'on a souvent des typages HLA qu'on dit complets et de haute résolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incertitude sur le typage HLA du donneur. Ça a été rendu possible grâce aux nouvelles techniques de typage HLA qui se sont démocratisées. Mais il y a encore des donneurs pour lesquels il y a soit des résolutions intermédiaires, c'est-à-dire avec des incertitudes sur l'allèle précis du donneur, voire parfois des données manquantes. Et donc, pour essayer d'évaluer la probabilité qu'un donneur soit 10 sur 10 quand on ne connaît que A, B, D, R, par exemple, on va utiliser des outils statistiques qui nous donnent les fréquences des allèles HLA, les fréquences des haplotypes, etc., en fonction des populations. Et dès l'évaluation du book, on a également des caractéristiques non HLA sur les donneurs. Donc, quel est l'accès finalement, la probabilité d'avoir et d'identifier un donneur non apparenté sur les registres actuellement? Alors, il y a une étude américaine qui a été publiée en 2023 où ils se sont attachés à déterminer au niveau de la population américaine, les patients américains, quelle était la probabilité de trouver un donneur non apparenté au niveau de leur registre national de donneurs volontaires de moelle osseuse. Donc, comme on l'a vu précédemment, en fait, le registre de donneurs américains est celui qui comprend le plus grand nombre de donneurs actuellement inscrits. Et donc là, au moment de l'étude, ils avaient plus de 20 millions de donneurs inscrits sur leur registre national. Donc ensuite, ils ont choisi de séparer, en fait, de répartir la population américaine en 5 grandes catégories ou groupes ethniques que sont les patients d'origine africaine, les patients d'origine asiatique et des îles du Pacifique, les patients d'origine caucasienne, hispanique et les autochtones d'Amérique. Et donc, ils ont déterminé, dans ces grandes catégories, la probabilité d'avoir un donneur dans le registre américain. Donc, les Américains, donc je vous ai parlé du consensus européen de la compatibilité HLA basée sur 10. Donc les Américains, eux, basent leur compatibilité HLA sur 8, donc à savoir sur les loci A, B, C et DRB1. Ils ne considèrent pas le DQB1. Une des raisons qui explique ceci, c'est que souvent quand le donneur est matché avec le receveur sur le DRB1, souvent le DQB1 est matché. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, si on regarde le graphique, ils ont trouvé sur leur cohorte, pour une
pour une compatibilité HLA de 8 sur 8 ou complète pour eux, 30% de probabilité chez les personnes d'ancestralité africaine, 50% de probabilité chez les personnes d'origine asiatique ou hispanique et 80% de probabilité chez les patients d'origine caucasienne. Donc on voit que dans les 5 grands groupes ethniques, il n'y a pas 100% de chance d'identifier un donneur complètement matché. Donc pour ces patients-là, ils sont allés chercher donc, les donneurs avec une compatibilité de 7 sur 8, donc introduisant un mismatch, a permis d'obtenir une probabilité pour tous les groupes ethniques comprise entre 85 et 98%. Enfin, pour que l'ensemble de leurs receveurs américains disposent d'un donneur non apparenté compatible, ils ont dû diminuer la compatibilité à 5 sur 8 en introduisant jusqu'à 3 mismatchs entre le donneur et le receveur. Donc nous, on a fait une étude également sur les résultats des books qu'on a rendus pour Paris, donc 3 centres receveurs, l'hôpital Saint-Louis, l'IGR et l'hôpital d'instruction des armées de Percy et Marseille. Et donc sur presque 2800 demandes de books réalisées entre 2017 et 2024, on voit que la réponse est bonne proba, moyenne ou faible, en tout cas au moins un 10/10 potentiellement identifié pour 65% des malades. Que si on fait ensuite une recherche de 9 sur 10, là, 92% des books rendaient une probabilité non nulle d'avoir également un 9/10, donc ce qui représente 2543 malades. Donc pour malheureusement 8%, le rendu du book était absence de 10/10 ou de 9/10. À Marseille, les chiffres ont été un petit peu étoffés et sur les 93 patients sans DV 10/10 ou 9/10, la recherche de 8/10 a été faite et donc parmi ces 93 patients, 80% avaient ensuite des DV 8/10 disponibles. Donc au final, quand on augmente le nombre d'incompatibilités, ça paraît logique. On diminue le nombre de patients n'ayant pas de donneur potentiellement sur le registre et il reste encore 19 patients, donc 2% de patients pour lesquels on n'a ni 10/10, ni 9/10, ni 8/10. Mais comme on a dit précédemment, ces donneurs avaient par ailleurs potentiellement des donneurs familiaux, puisque là, on est vraiment axé sur les donneurs non apparentés. Voilà, donc en conclusion, l'accès aux donneurs non apparentés va être fonction du typage HLA du patient. La sélection des donneurs non apparentés, donc phénoidentiques, qu'ils soient 10/10, 9/10 ou moins, est personnalisée et on fait parfois appel donc à des outils statistiques pour essayer d'évaluer la probabilité que les donneurs soient compatibles. La tolérance d'un nombre croissant d'incompatibilités permet d'augmenter donc cette probabilité d'avoir un donneur non apparenté. Et il y a tout un pan dont on n'a pas discuté ici, mais qui est la disponibilité des donneurs, l'absence d'anticorps anti-HLA contre ces incompatibilités, puisque plus on augmente le nombre d'incompatibilités, plus on a de chances d'avoir potentiellement un receveur, donc un malade qui va avoir un anticorps anti-HLA dirigé contre ce mismatch. Et donc ça peut restreindre par ailleurs l'accès aux donneurs. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Régnier. Elle est là, pardon. Voilà, bonjour à tous. Madame Lacombe, chère Catherine, merci de m'avoir proposé de participer à cette journée. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de cette problématique de l'identification d'un donneur compatible et de ce que ça veut dire aujourd'hui un donneur compatible avec les modalités de greffe qu'on a actuellement et en particulier cette nouvelle prévention de la maladie du greffon contre l'autre qu'on appelle le cyclophosphamide post-greffe, l'endoxan post-greffe. Je vais en reparler. Quelques slides d'introduction pour simplement revoir un peu le panorama des types de donneurs qui sont utilisés. Donc on l'a vu tout à l'heure sur
les diapos de Maud et Juliette au niveau national, mais ça c'est au niveau du coup de l'Europe. Et également au niveau du CIBMTR, avec des profils qui sont quand même très comparables, qui montrent que les stratégies sont assez bien alignées entre l'Europe et les US, contrairement à la politique actuelle. Et donc ce qu'on voit là, c'est globalement quasiment 60% de donneurs non apparentés qui sont utilisés, avec une augmentation qui continue. Des donneurs, c'est pas facile de pointer d'ici, mais des donneurs géno-identiques que vous voyez ici, avec une petite différence qu'on voit apparaître déjà dans le registre du CIBMTR, avec plus de donneurs intrafamiliaux mismatchés, donc les greffes haploidentiques qui commencent à dépasser les greffes géno-identiques. Et puis ici, ce que vous pouvez voir, ce sont les greffes non apparentées mismatchées qui ont une tendance à vraiment exploser aux États-Unis. Et je vais vous montrer quelques études qui expliquent pourquoi, mais ça arrive aussi chez nous, bien sûr. Donc ça, c'est ce que Maud et Juliette vous ont présenté. On est tout à fait dans les clous de ce qu'on voit en termes de chiffres en Europe, mais à une échelle évidemment plus réduite. Je voulais quand même vous montrer ce qui se passe en Chine, pour qu'on ait une petite idée, parce que c'est quand même 15 000 allogreffes par an. Donc c'est pas mal. 65% de greffes haplo. Donc on n'est pas du tout dans la même proportion par rapport à ce qu'on a en Europe ou aux États-Unis. Alors aujourd'hui, quand on veut choisir un donneur, on utilise globalement cet algorithme de sélection qui est encore officiel dans le handbook de l'EBMT en 2024, qui dit que le meilleur donneur, c'est un donneur HLA identique intrafamilial. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'autres caractéristiques non HLA, quoi. Ça veut dire, aujourd'hui, on a un donneur géno-identique, on le prend. Voilà, on ne regarde rien d'autre. Si on n'en a pas, ce qui est fréquent, on va chercher des donneurs HLA identiques non apparentés, 10 sur 10, et comme il se peut qu'on en ait éventuellement plusieurs, on peut mettre en balance d'autres caractéristiques non HLA, en particulier l'âge, le groupe ABO, le statut CMV, etc. Puis si on n'a pas ces donneurs-là, et donc ça a été montré en particulier dans le cadre de certaines minorités ethniques, eh ben on va devoir élargir, et là on va parler de donneurs qu'on dit incompatibles sur le plan HLA, enfin non entièrement compatibles, et donc on va descendre la compatibilité sur les non apparentés, 9-10, 8-10, éventuellement moins, et on va regarder aussi les donneurs apparentés, mismatchés, donc les greffes haploidentiques. Et donc le rationnel de ça, c'est pour ça qu'on fait comme ça, c'est parce qu'on a des données qui disent que globalement, plus il y a d'incompatibilité, moins bons sont les résultats, parce qu'on a plus de toxicité, plus de maladies du greffon contre l'autre. Et donc ça, c'est un dogme dans la prise en charge clinique des patients qui existe depuis qu'on fait des greffes. Et il y a un game changer dedans qui arrive, c'est le cyclophosphamide post-greffe. Qu'est-ce que c'est? C'est de la chimiothérapie à haute dose qu'on va donner juste après la greffe. C'est une technique qui nous vient de Baltimore, aux États-Unis, où après le conditionnement de greffe et l'injection des cellules souches hématopoïétiques, on rajoute de la chimiothérapie, donc du cyclophosphamide associé à une prophylaxie de la GVH assez standard, tacrolimus MMF. Et donc ça a permis en fait de dépasser la barrière de l'incompatibilité HLA dans le cadre familial, c'est-à-dire quand on n'a pas de géno-identique, on peut faire des greffes haplo-identiques avec des résultats qui sont quand même bons avec cette nouvelle technique de prophylaxie de la GVH. C'est ce qu'on voit en termes de résultats sur la GVH aiguë grave, c'est-à-dire les grades 3-4, et les GVH chroniques qui nécessitent des traitements. Globalement, on est autour de un peu moins de 10% des formes sévères, et ça c'est quelque chose d'important puisque ça rejoint à peu près les résultats qu'on retrouve avec les greffes apparentées compatibles, donc les génos, ou les phéno-identiques 10 sur 10. Et du coup, ça a été comme ça étudié dans pas mal de registres donc, qui montrent des données de la vie réelle en Europe ou aux États-Unis, qui montrent que globalement, les greffes haplo-identiques avec l'endoxan post-greffe donnent des résultats similaires aux greffes matchés dans plein de situations différentes. Ici des LAM, ici des patients de plus de 60 ans, ici des LAM défavorables réfractaires. Donc ça devient une option quand on n'a pas de donneur HLA identique. Donc ça c'est pour cette prophylaxie de la GVH, c'est pour vous montrer d'où est-ce qu'elle vient, donc des greffes familiales non matchées. Maintenant, comment on peut l'utiliser dans le cadre des autres types de donneurs, et est-ce que ça ouvre la porte à utiliser des donneurs non apparentés de plus en plus mismatchés? C'est un peu ça la question aujourd'hui. Et donc il y a des données effectivement qui arrivent avec l'endoxan post-greffe en dehors des greffes haplo.
Alors, de manière assez naturelle, en Europe, on a commencé à regarder l'utilité de l'endoxan post-greffe dans les greffes non apparentées mismatchées. Donc, on s'est dit que si ça permet de dépasser l'incompatibilité HLA dans le cadre familial, peut-être qu'en non apparenté, ça peut le faire aussi. Alors, on s'intéresse à ça parce que avant l'arrivée du cyclophosphamide post-greffe, les résultats des greffes 9 sur 10 étaient clairement moins bons que les greffes 10 sur 10, malgré l'utilisation d'une prophylaxie standard qu'on utilise en Europe, qui est le sérum antilymphocytaire, l'ATG, qu'on utilisait assez régulièrement dans cette situation-là. Et sur le registre de l'EBMT a été montré dès 2019, quand on regarde les greffes HLA identiques 9 sur 10 non apparentées, que quand on fait de l'endoxan post-greffe, la PTCY, on fait mieux qu'avec l'ATG parce qu'on diminue les incidences de GVH aigu, ce que je disais tout à l'heure, les GVH aigus graves de grade 3-4 qui sont de l'ordre de 10%. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment de majeur si on veut préserver la toxicité de greffe. Donc c'est de passer en dessous des 10% de GVH aigu de grade 3-4. Ça a une répercussion directe sur la survie sans leucémie. Et donc progressivement, on a implémenté cette stratégie d'utilisation de l'endoxan post-greffe dans les greffes mismatchées non apparentées. Très récemment, là, ça date il y a quelques semaines, il y a une première série qui fait cette même comparaison, prophylaxie historique par ATG versus cyclophosphamide post-greffe, dans les greffes 8 sur 10 sur le registre européen. C'est quand même 450 patients avec des greffes HLA 8 sur 10. Et vous avez ici les résultats qui sont quand même très nets. On diminue clairement la GVH aiguë de grade 3-4. On est à un peu moins de 6%. On diminue la mortalité liée à la greffe, donc ça va ensemble. Ce qui amène à des survies globales qui sont meilleures. Alors évidemment, il y a plein de facteurs confondants là-dedans. C'est pas tout à fait les mêmes périodes de temps. Il faut voir ça comme une comparaison historique aussi. Et donc les résultats s'améliorent de manière globale, mais probablement que l'utilisation de cyclophosphamide post-greffe ici participe grandement à l'évolution des résultats. Alors si ça marche dans les greffes mismatchées, est-ce que ça marche dans les greffes matchées, HLA 10-10 phéno ou géno-identiques? Et on a la chance en France d'avoir eu une étude au sein de la SFGMTC qui a été conduite par l'hôpital Saint-Antoine à Paris, d'études randomisées, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le domaine, une étude prospective randomisée multicentrique en France qui s'intéressait à des patients recevant un conditionnement standard atténué fludarabine busulfan et soit de l'ATG, soit du cyclophosphamide post-greffe. Donc là, c'est propre. Tous les patients ont le même type de traitement de prophylaxie de la GVH, excepté ATG ou endoxan, avec un endpoint primaire à 1 an qui montre que la différence obtenue, in fine, entre les deux bras n'était pas significative. Et donc, dans les greffes matchées, 10-10 ou géno-identiques, qu'on fasse de l'ATG ou de l'endoxan, on a à peu près les mêmes résultats. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit? C'est un peu la question d'aujourd'hui. Tout le monde ne fait pas forcément de l'ATG ou de l'endoxan, ça se répartit un petit peu équitablement en fonction de là où on est sur le globe. Il n'y avait pas de différence en termes de GVH, mais ce que je veux vous montrer, c'est que aux États-Unis, par exemple, il y a un virage net vers l'utilisation du cyclophosphamide parce que habituellement, déjà, ils utilisent assez peu d'ATG dans les greffes matchées. Et donc, on a 2 publications récentes, 2023-2025, qui établissent clairement le cyclophosphamide post-greffe comme un nouveau standard de prophylaxie de la GVH, même dans les greffes HLA matché, ce que vous voyez ici sur le groupe américain. Ici, c'est le groupe australien qui retrouve des résultats relativement similaires. Donc une prophylaxie avec le cyclophosphamide qui donne des meilleurs résultats que les prophylaxies utilisées de manière standard, cyclométaux ou tacrométaux par exemple. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette prévention de la GVH, l'endoxan post-greffe qui est utilisé initialement dans les greffes haploidentiques, devient utilisable dans toutes les situations de greffe compatibles ou non. Et donc, on peut se reposer la question de notre algorithme. Finalement, est-ce qu'avec cette nouvelle prévention de la GVH, ce truc-là tient toujours ? Puisque évidemment le rationnel de choisir le donneur le plus compatible, c'était pour avoir moins de complications cliniques. Donc est-ce que finalement c'est un dogme qui peut tomber? Alors évidemment, c'est pas si clair que ça. La réponse, je l'ai pas aujourd'hui dans toutes les situations. Je voudrais juste vous illustrer ça avec quelques séries de données de vie réelle en particulier. Ici, c'est une série de l'EBMT d'un peu plus de 400 malades dans le contexte des greffes, on va dire assez intensives, puisque ce sont des patients traités pour des LAL avec des conditionnements myéloablatifs. Ce qu'ils ont regardé ici, c'est qu'ils ont comparé les donneurs géno-identiques, les donneurs
phéno-identiques 10 sur 10 et les greffes haplo-identiques, tout le monde avec la même prévention de la GVH. Et on regarde. Donc en gros, c'est est-ce que le choix du donneur est important dans une situation où tout le monde a de l'endoxan post-greffe? Bon, clairement, il ne retrouve aucune différence. Alors il y en a peut-être, parce qu'il peut y avoir des facteurs confondants, etc. Ce n'est pas une étude randomisée, mais malgré tout, si elle existe, la différence, elle est quand même très très minime. On n'arrive pas à la capturer dans une étude comme ça de vie réelle, ni sur la mortalité, ni sur la rechute, ni sur la survie globale. Et donc ça, c'est quand même un message important qui dit que si on n'a pas de donneur matché, on peut prendre un haplo, faire de l'endoxan ou faire un phéno avec de l'endoxan, ça marche aussi à peu près pareil. Ici, c'est juste une slide pour vous montrer comment on s'est approprié cette réflexion-là à l'Institut Paoli-Calmette, puisque du coup, on s'est dit qu'on allait utiliser cette plateforme de cyclophosphamide post-greffe pour les greffes haplo-identiques et toutes les greffes non apparentées, qu'elles soient matchées ou non. Et ici, je vous présente une série qu'on a récemment analysée avec près de 200 malades, où cette fois, il y a assez peu de facteurs confondants, parce que tous les patients ont une leucémie aiguë, un myéloïde ou une myélodysplasie de haut risque. Ils ont tous le même conditionnement, la même chimiothérapie, les mêmes modalités de greffe. Et donc, c'est quand même assez propre sur la sélection des malades. Ce que je veux vous montrer, c'est essentiellement la survie globale, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude. Mais ici, que vous ayez un donneur haplo-identique, un donneur mismatché phéno-identique ou phéno-identique 10 sur 10, globalement, il n'y a pas une différence qui est majeure à partir du moment où on utilise du cyclophosphamide post-greffe pour tout le monde. Alors, du coup, avec ça en tête, comment est-ce qu'on continue d'explorer l'utilisation du cyclophosphamide? On se dit que peut-être qu'on peut diminuer la compatibilité HLA entre le patient et le donneur non apparenté. Donc, cette étude-là, qui nous provient du CIBMTR, avec quand même pas loin de 10 000 patients, montre que si on compare les greffes 8 sur 10 versus 7 sur 8, 8 sur 8 pardon, versus 7 sur 8 dans un contexte d'endoxan post-greffe et ou dans un contexte sans endoxan post-greffe, on n'a pas les mêmes résultats. Et donc ça veut dire que le message ici, c'est de dire que l'endoxan post-greffe permet de vraiment réduire l'impact de la disparité HLA. C'est ce qu'on peut voir ici quand vous comparez les couleurs, là, que j'ai essayé de reprendre un peu pareil. Avec l'endoxan post-greffe, vous voyez, d'une part, vous avez moins de GVH, quelle que soit la compatibilité, mais en plus l'écart entre les deux types de compatibilité diminue. Ça c'est vrai pour la GVH aiguë, c'est un petit peu moins vrai peut-être pour la GVH chronique, mais globalement on a des meilleurs résultats en termes de prévention de GVH, et c'est clairement visible sur la mortalité non liée à la rechute, donc la mortalité toxique liée à la procédure de greffe. Et donc aujourd'hui, sur des grands nombres de patients, vous voyez que la différence en survie entre des greffes 8 sur 10 et 8 sur 8 pardon, et 7 sur 8 est très modeste. Alors on a des données maintenant très récentes là, qui ont été publiées cet été dans JCO, toujours les équipes US, cette fois des données prospectives, vous allez voir, qui sont vraiment pertinentes sur la question du jour, à savoir si l'endoxan post-greffe permet de diminuer cette différence, enfin, l'impact des différences HLA, avec des courbes de survie qui sont quand même très bonnes. Donc là c'est de l'étude prospective, avec quasiment 80% de survie globale à 1 an pour des greffes non apparentés avec un mismatch HLA ou plusieurs mismatchs HLA, avec des chiffres, et je voudrais qu'on en retienne un, c'est celui de 10%, c'est la GVH sévère, aiguë ou chronique qui nécessite un traitement. Donc ça c'est quand même vraiment important, ce qui explique la bonne survie aussi dans cette étude-là. Et je pense que le résultat caché de l'étude, c'est celui qu'on trouve dans les datas supplémentaires, c'est celle-ci, c'est cette figure qui est vraiment importante à mes yeux, qui même si on est sur des petits effectifs, indique que quand même aujourd'hui, peut-être qu'on peut se poser la question d'élargir le nombre de mismatchs pour pouvoir récupérer des donneurs pour tout le monde. Parce qu'effectivement, faire des greffes de plus en plus mismatchées, c'est pas simplement pour dire qu'on est capable de les faire, c'est parce que ça aide certains patients à avoir des donneurs, notamment dans le cadre des minorités ethniques. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que clairement, quand on augmente le nombre de mismatchs acceptables pour dire que le donneur est compatible, dès qu'on arrive à du 6 sur 8, tout le monde a un donneur. Donc on est en train de reproduire ici, en non apparenté, ce qu'on a fait en apparenté avec l'introduction de l'endoxan post-greffe, où on disait si vous n'avez pas de donneur géno-identique, avec l'endoxan, vous avez quasiment tout le monde a un donneur. Donc ça, c'est quelque chose quand même de vraiment intéressant. Puis là où c'est quand même, ça ouvre encore plus de réflexion, c'est que c'est pas juste avoir
un donneur qui nous intéresse maintenant. C'est peut-être d'en avoir plusieurs pour avoir le choix. En particulier ici, vous pouvez voir, entre se limiter au 8-8 ou chercher un 7-8 dans différentes sous-catégories ethniques, vous augmentez drastiquement la probabilité médiane, enfin le nombre médian de donneurs potentiellement utilisables de moins de 35 ans. Donc quand on sait l'impact de l'âge, eh ben, c'est important parce que du coup, si on a le choix entre plusieurs donneurs, bah, peut-être qu'on va utiliser mieux les caractéristiques non HLA pour sélectionner le meilleur donneur pour un patient bien défini. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, c'est le même message globalement. Dès qu'on arrive sur des compatibilités 6/8, 5/8, vous voyez le nombre qu'on a sur l'extérieur du cercle, c'est le nombre de donneurs potentiels. Donc, quelle que soit l'origine ethnique, on a des donneurs pour ces patients. D'où les recommandations du CIBMTR qui sont parues pendant l'été. J'ai grisé ce qui ne nous concerne pas sur la ploïdentique. Et ce que je vous regardiez, c'est ici. Aujourd'hui, aux US, on considère que 7-8 et 8-8, c'est pareil. On considère que si on n'a pas de 8-8, on peut faire, ou de 7-8, on peut diminuer la compatibilité. Et là, il y a tout un pan sur le type de mismatch que je n'ai pas discuté aujourd'hui, mais on ne sait pas aujourd'hui encore comment sélectionner quel mismatch, mais peut-être que le speaker suivant nous expliquera ça en détail. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas vu. Ensuite, une petite... Je suis désolé, ce n'est pas la bonne référence qui est notée, mais c'est la bonne slide. Justement, c'est le papier de notre prochain speaker, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. 17 000 patients avec la vision du registre européen qui montre ici que les 10-10 et les 8-10, 9-10, ce n'est pas tout à fait pareil quand même si la différence n'est pas très importante ici en termes d'espacement entre les courbes, il y a quand même un avantage qui reste à faire des greffes matchées 10-10 en non-related avec peut-être pas trop de différence entre les 8-10 et les 9-10, ce qui était difficile d'analyser dans le papier. Clairement, l'utilisation du cyclophosphamide post-greffe diminue la GVH, en particulier la GVH aiguë. Ça sortait également significatif en GVH chronique, et peut-être avec une amplitude un petit peu moins importante sur l'impact clinique. Et de manière assez intéressante, on retrouve quand même encore une différence entre les 10-10 et les 9-10, malgré l'utilisation du cyclophosphamide post-greffe. Donc vous voyez, c'est pas non plus si clair que ça. On peut pas dire que parce qu'on fait de l'endoxan, il n'y a plus de différence sur les matchings. Ça veut dire probablement qu'on peut élargir, mais si on a un 10-10, probablement qu'actuellement on continuera de l'utiliser. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent quand même en compte et qui sont importants. À partir du moment où on va avoir le choix entre plusieurs donneurs et en particulier l'âge du donneur. Et donc cette étude-là qui nous provient du CIBMTR, je l'ai trouvée particulièrement intéressante parce que finalement, elle donne un message très clair. Si on a un donneur mismatché intrafamilial, donc un haplo, ou mismatché sur le fichier, donc un 9-10, en particulier ici plutôt des 7/8 d'ailleurs, lesquels on prend en fonction de l'âge. Et donc si on regarde les courbes qui sont là, globalement les jeunes c'est les bleus, et les moins jeunes c'est les noirs. Donc c'est pas un jugement de valeur, hein, quand je dis jeunes, c'est juste ce qu'ils ont défini là. Donc voilà, ici vous avez les hasard ratios qui montrent que globalement ce qui fait moins bien c'est d'avoir un donneur de plus de 30 ans. Donc c'est pas qu'il soit intrafamilial ou non, à partir du moment où vous utilisez le cyclophosphamide, prenez un donneur jeune, ça marche mieux. Dernière étude que je voulais vous montrer ici, toujours à partir du registre du CIBMTR, c'est qu'on peut pousser cette réflexion du choix du donneur en intégrant l'âge dans des situations où on pourrait avoir plein de donneurs différents, y compris un donneur géno-identique disponible. Et ça, c'est la vraie vie. On a des patients qui ont, voilà, j'ai un patient donneur, il a 60 ans, il a une donneuse de 55 ans qui a 2 grossesses et potentiellement des contre-indications au don. Est-ce qu'on va prendre du temps pour la typer, essayer de la qualifier, ou alors on prend directement les enfants qui sont plus jeunes ou un donneur phéno-identique jeune. Donc ici, on regarde pour les patients âgés, on compare un donneur géno-identique âgé versus des alternatives plus jeunes et globalement, vous voyez que la différence, elle n'est pas si énorme. Donc le dogme de dire je prends absolument un donneur géno-identique, quelles que soient les autres caractéristiques, peut-être qu'aujourd'hui, il ne tient plus tant que ça. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'on a
un haut risque de rechute. Et ça, j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans les séries avec les donneurs géno-identiques. Et donc, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre en compte selon certains profils de risque de la maladie. C'est ce que fait le groupe chinois. Hein. En Chine, si on regarde l'algorithme, il est un petit peu différent du nôtre. On considère que oui, le match sibling donor reste le donneur numéro 1, mais quand on n'a pas, on met un petit peu tout sur le même plan. Des non apparentés qui vont jusqu'au 8-10 sans souci, des cordons pour les enfants, les donneurs intrafamiliaux, et ces donneurs intrafamiliaux peuvent même, enfin haploidentiques, hein, peuvent même prendre le pas sur des donneurs géno-identiques dans des situations de maladie à haut risque ou des donneurs géno-identiques plus âgés. Donc ça, c'est ce qui est noté dans leurs recommandations, qui était déjà valable dès 2021, avec ce passage-là qui parle vraiment de ces situations où on a besoin d'avoir des donneurs jeunes. Et donc ça, c'est important. Mes conclusions, donc, c'est que globalement, avec l'utilisation du cyclophosphamide, on a quelque chose d'efficace dans toutes les situations de donneurs. Je ne dis pas que c'est forcément toujours la meilleure, il y a peut-être des alternatives, mais globalement, ça marche bien. Ça permet quand même de diminuer l'impact des mismatchs HLA, que ce soit en familial ou en non apparenté. Ce que j'aimais souvent dire avec l'arrivée des greffes haploidentiques et l'endoxan, c'est que maintenant on peut trouver un donneur pour quasiment tout le monde. Je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui avec l'endoxan post-greffe dans le contexte des greffes non apparentées, c'est que maintenant on va pouvoir trouver plusieurs donneurs pour quasiment tout le monde. Et ça change vraiment la donne, puisque ça veut dire que maintenant on a le choix. Alors d'un côté, ça complexifie un petit peu parce qu'il va falloir qu'on peaufine nos algorithmes pour mieux arriver à utiliser les autres critères que le HLA pour pouvoir sélectionner le meilleur donneur pour un patient particulier, parce que je ne pense pas qu'il y ait un meilleur type de donneur pour tous les patients, mais que pour chaque situation, il faut trouver celui qui sera le mieux pour le malade. Et il y a ici une notion que je n'ai pas abordée, parce qu'on n'a pas le temps, c'est celle du timing, évidemment, parce qu'on peut avoir le meilleur donneur possible. Quand il n'est pas disponible pendant 2 mois, eh ben, on fait avec ce qu'on peut. La réalité, c'est que le plus important, c'est que le patient puisse recevoir une greffe quand il a une indication, notamment pour les maladies hématologiques malignes de haut risque. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Régnier. Et je laisse la parole au docteur Arieta Bolanos. Thank you for being with us. Bonjour à tous. Je voudrais premièrement vous remercier pour l'invitation. Ça me ferait plaisir d'être ici à Paris. C'est la première fois que je suis ici au rencontre de la biomédecine. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Je vais faire ma présentation en anglais. J'espère que ça sera OK. Je pense que ça sera mieux pour tous et toutes. OK. Donc, je suis Esteban Arieta Bolanos. Je suis chercheur à l'Institut des traitements cellulaires expérimentaux à l'université au CHU de Essen en Allemagne. Et je voulais vous parler des essais HLA non compatibles. Et cette présentation va en fait compléter les présentations précédentes. Donc, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce qu'il faut se préoccuper du typage HLA quand on procède à des transplantations? Eh bien, on sait que la non-compatibilité HLA est un gros problème. Ça fait 80 ans qu'on en parle. Et un article très important a été publié il y a plus de 20 ans par Stéphane Healy, qui a montré l'importance de la compatibilité dans les transplantations, enfin dans les greffes non apparentées. Et on a vu que à chaque fois qu'il y a une perte de compatibilité, on a une perte de chance pour les receveurs. Ça a été très établi il y a plus de 20 ans et tout le monde a commencé à augmenter la résolution du typage HLA en incluant plus de loci, etc. Mais en fait, après 20 ans, au bout de 20 ans, les choses ont beaucoup évolué dans le domaine. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Et ce qui n'a pas changé, c'est le rôle des greffes dans le traitement des maladies malignes. Et nous avons donc besoin de greffes parce qu'une greffe, c'est bon pour le patient, ça
nous aide, nous, en tant que médecins, à soigner et à éradiquer cette maladie, si on peut, mais il y a un prix à payer, parce que les effets immunitaires de la greffe contre les cellules malignes a toujours un double effet. Et vous savez, par exemple, dans le cas de GVHD, on peut avoir des niveaux élevés de GVHB, ce qui peut entraîner plus de morbidité et donc plus de mortalité. Raison pour laquelle il faut toujours tenir compte de la biologie. Alors, Régnier vous a déjà montré des diapos en lien avec cette étude, mais moi, je voulais vous parler de 2 ou 3 choses dont il n'a pas forcément parlé dans sa présentation. Les études qui ont été menées sont déjà des études qui remontent à quelque temps, dans des contextes différents. Donc, on a monté une étude dans le contexte de l'EBMT pour voir quel était le rôle des non-compatibilités HLA à l'époque moderne des greffes. Et donc, on a pris un échantillon de grande taille qui nous a été fourni par la cohorte BMD. Et on s'est dit, OK, si on a une non-compatibilité, quels vont être les résultats aujourd'hui sur les résultats de la greffe que l'on va réaliser? Et comme vous l'a montré Régnier, on confirme le rôle de l'incompatibilité HLA dans les greffes qui ont été réalisées au cours des 10 dernières années. Et vous voyez un effet quand on a une compatibilité de 10 sur 10 ou inférieure. Mais ce qui était intéressant également, c'est quand on a regardé la qualité des incompatibilités, on voit qu'il y a des différences. Dans nos résultats, on voit qu'il y a des incompatibilités qui sont les plus dommageables pour les résultats pour les patients, et ce sont celles qui sont de classe 1. En classe 2, on n'a pas vu d'effet important en termes de survie. Donc, c'était le premier point que nous avons découvert dans cette étude et qui était intéressant et que je souhaitais vous présenter. On pourra en reparler tout à l'heure si vous êtes intéressés. On pourra voir ensemble ce qui motive cela selon nous. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que, bon, on parle beaucoup de compatibilité HLA, mais il se trouve qu'au cours des 15 dernières années, nous avons également réalisé des greffes avec une incompatibilité totale pour un haplotype. Donc, comment on fait? Est-ce qu'il faut une compatibilité ou pas? Et comme on l'a montré dans la présentation de Régnier, vous voyez que les haplodonneurs aux États-Unis sont beaucoup plus courants que les autres. Donc, vous avez beaucoup plus de gens qui sont greffés à partir de donneurs totalement haplotypes. Et deuxième chose qui a été dite, c'est cette augmentation importante de donneurs non compatibles et non apparentés. J'ai le sentiment que tout cela va continuer à augmenter dans les années à venir et que ça va dépasser le nombre de greffes à partir de parents compatibles. Régnier vous a montré les données européennes et on voit un niveau de granularité. Il faudrait regarder un niveau de granularité plus important, mais nous avons le sentiment que c'est un phénomène identique qui est en train de se reproduire en Europe également. Alors, quel est l'éléphant dans la Rome? Eh bien, c'est la cyclophosphamide pendant la greffe. Parce que si on a des stratégies avec de fortes doses de HTG pour dépléter les lymphocytes T, on sait que certains médicaments ont pris le dessus dans le domaine des greffes. Et quand on donne du PTC après l'infusion des cellules souches, ça permet de stopper la réponse immunitaire, notamment par les lymphocytes T. Et on a une plateforme expérimentale qui a réussi à réduire les GVD aigus et les résultats sont assez spectaculaires. Dans notre étude, le ratio de réduction des formes aiguës et sévères de GVD était de l'ordre de 0,65, donc une très forte réduction du risque dès lors que l'on administre cela aux patients. Et ça, c'est partout, hein, pour tous les patients, quel que soit le type de donneur, qu'il soit haploïde, qu'il soit compatible ou qu'il soit apparenté. On a les mêmes niveaux de réduction. Avec un point d'attention quand même, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas vu d'études qui démontrent une différence au niveau des taux de survie. Dans la mesure où beaucoup de médecins aux États-Unis, bon, c'est un
points qui les intéressent, mais ils disent ben, il n'y a pas vraiment de différence. Et on sait que le taux de survie dans l'ensemble inclut différentes composantes et c'est difficile à mesurer. Donc il nous faut étudier ça de plus près. La grande différence entre le régime PTCI et PTCY et l'autre, c'est ce qui était illustré sur la diapo. Donc nous avons établi le rôle du PTCI, enfin PTCY, et aux États-Unis, ils ont mené une étude prospective. Là, la plupart des donneurs étaient non apparentés. Donc, gardez bien à l'esprit qu'on a un niveau de compatibilité de 7 ou de 8 qui était assez bas. Et vous voyez que là, il y a un cas où il y avait administration de PTCY et l'autre non. Ça a réglé le débat aux États-Unis et beaucoup de pays européens ont suivi et ont adopté le PTCY partout. 2 diapos sur l'immunobiologie parce que c'est mon domaine de spécialisation. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, à mon avis, ça mérite une présentation à part entière. Donc l'année prochaine, je vous conseille de trouver un expert qui va vous donner tous les détails. Mais pour nous, et notamment au niveau biologique, mais également pour les médecins qui comprennent l'importance de la biologie, il est important de se souvenir que la biologie immunitaire avec PTCY n'est pas la même biologie que celle qu'on avait sur les plateformes précédentes. Il y a différentes manières pour le PTCY de modifier ce qui se produit après une greffe. On ne sait pas exactement ce qui se produit, mais c'est en train d'être étudié de manière très active. Par contre, c'est important de bien le comprendre parce que ça a des implications en clinique. Ce que l'on a appris au cours des 20-25 dernières années, c'est que oui, il faut étudier la biologie derrière tout cela pour bien comprendre la clinique et ensuite utiliser ces connaissances pour améliorer les résultats de la greffe. Alors, on sait qu'il y a des effets de PTCY et si l'on tient compte de l'utilisation des donneurs non compatibles, non apparentés, vous voyez les résultats parce que les cellules vont réussir directement contre ces incompatibilités cluster. Donc tout ça, ça nous amène à réfléchir en fait. Deuxième diapo que je voulais vous montrer pour vous parler de l'immunologie apportée par la PTCY. C'est là un article nord-américain, une étude réalisée par Leslie King qui a reçu un prix l'année dernière et qui montrait l'effet du PTCY contre les régimes sans PTCY et on voit les résultats très importants sur les lymphocytes T avec reconstitution après greffe. Et si l'on sait que ces lymphocytes T sont les principaux éléments qui stimulent la production de GVB et autres, on voit ici que le point de départ est totalement différent pour les lymphocytes T. Et donc, il est très important de garder cela à l'esprit pour l'avenir. Maintenant, la question qui est ressorti après que l'on a commencé à se dire pourquoi est-ce que si on utilise PCY, est-ce qu'on a encore besoin de s'inquiéter du typage HLA? Est-ce qu'on ne peut pas s'affranchir de cela? Est-ce qu'on peut fermer les laboratoires HLA? Tout va bien. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien faire ça. Pour moi, je serais un petit peu plus prudent. Ce que je sais, c'est qu'on ne comprend pas encore exactement ce qui est en train de se passer. Alors oui, on a une bonne nouvelle pour les patients, mais soyons prudents et continuons les recherches. Vous avez cette étude qui a étudié cela dans un contexte APLO, et encore une fois, ils ont comparé 2 types de donneurs, et vous voyez les différences. Je vais vous montrer des données encore plus récentes qui semblent aller dans la même direction. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème avec l'incompatibilité. Ici, pour vous dire que dans un contexte APLO, il y a eu des chercheurs qui ont essayé d'étudier différents modèles de compatibilité et certaines études suggèrent que le type d'incompatibilité peut jouer un rôle bénéfique ou un rôle néfaste pour ce qui est du résultat de la greffe. Vous avez certaines incompatibilités qui vont avoir un effet positif et d'autres qui vont
entraîner des rechutes. Alors, si vous êtes intéressé par le HLA, soyez conscient qu'il faut qu'on étudie exactement le rôle qu'il joue au regard des incompatibilités. Maintenant, mon sujet d'aujourd'hui, qui a été présenté par mes collègues déjà, pourquoi est-ce que les donneurs non apparentés et non compatibles, pourquoi on s'y intéresse tant? Si l'on étudie les incompatibilités chez ces types de donneurs, vous mettez tous les patients sur un pied d'égalité, parce que tous les patients ne vont pas trouver de donneurs compatibles, et pour les donneurs haplo, il est quelquefois difficile de trouver un donneur haplo, ou alors vous allez, pour certains de vos patients, des donneurs haplo qui vont être trop vieux pour pouvoir faire un don. Donc, il faut trouver de meilleures alternatives pour les patients. Voici une étude qui a été faite auparavant, et vous connaissez déjà le résultat. La plupart des cohortes en Europe sont de descendance européenne, et les Européens ont plus de chances de trouver des donneurs apparentés. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres populations. Et aux États-Unis, par exemple, c'est un gros problème parce qu'ils ont une population tellement diverse. Mais en France, c'est également le cas. Vous avez énormément de groupes ethniques ici qui grandissent. Et non seulement les groupes ethniques grandissent, mais vous avez aussi des mariages interethniques. Donc vous avez des gens qui ont des origines diverses. Et du coup, ça devient compliqué. Et les chances de trouver un donneur est plus difficile, notamment si vous avez des origines subsahariennes. Ici, une étude prospective qui a été publiée en 2021 et qui montre des résultats excellents avec des donneurs non apparentés et non compatibles. Et là, ça garantit donc un donneur pour chaque personne, ce qui est extraordinaire. On a, avec une incompatibilité, 7 sur 8, vous avez 80% de probabilité de trouver un donneur dès lors que l'on regarde les groupes ethniques avec une plus grande granularité aux États-Unis. La question est donc maintenant de savoir, est-ce que l'incompatibilité, c'est important ou est-ce qu'on peut l'oublier? Et nos collègues nord-américains viennent de publier cette étude. Ils ont étudié cela dans leur registre, comme vous le disiez, Régnier. C'est une grosse étude. Et ils ont étudié l'effet sur la survie. Et quand on regarde les niveaux de survie, ils ne semblent pas être très différents selon que vous introduisez le PTCY, comme à gauche. Mais dans la même étude, ils ont également étudié d'autres régimes qui ne sont pas des régimes qui incluent le PTCY, et ils ont montré qu'il y avait une différence. Donc le facteur le plus important ici, c'est le PTCY, parce que vous avez les réponses sur la même année, en fait, ici. Et très clairement, le plus gros effet, c'est sur GRFS. Et si vous regardez les deux courbes des deux côtés, vous voyez une grosse différence. Même les incompatibilités sont beaucoup plus élevées que les compatibilités sous CNI. Donc, c'est vraiment ce qui a changé. Et c'est ce qui fait la différence clinique. Maintenant, cette étude publiée aux États-Unis, ils ont dit « OK, le débat est clos ». Et nous, à l'époque, on avait publié nos données et on a dit « pas si vite » parce que toutes les cohortes ne sont pas les mêmes et notre étude, leur étude, était assez précoce. Enfin, on avait des gros échantillons qui venaient du registre, mais le nombre de patients traités par PTCY était assez bas. Donc, nous en avions 1500 et eux, ils en avaient 2000 et quelques. Donc, c'est un bon chiffre, mais ce n'est pas énorme. Et ensuite, on a écouté une présentation de Stephen Devine, qui était l'un des auteurs principaux de la publication précédente, et il nous a montré les résultats sur 10 000 patients, tous traités par PTCY, et il nous a montré les résultats en fonction des donneurs. Et ce que l'on voit, c'est que l'on commence à voir une stratification des résultats, notamment pour la mortalité sans rechute.
mais vous voyez également les résultats pour la survie. Et donc, les différences ne sont pas aussi énormes qu'auparavant, mais on commence à voir une séparation entre les groupes en fonction du type de donneur. Et très clairement, cela suggère que le niveau de compatibilité HLA continue à jouer un rôle. Donc, c'est l'un des arguments que je donnerais contre ceux qui disent il n'y a qu'à oublier le HLA. Parce que si vous avez un mauvais donneur pour votre patient, je pense qu'il faut essayer de maximiser la chance de survie pour le patient, avec évidemment toutes choses étant identiques par ailleurs. Ici, nos données, mais elles ont déjà été présentées, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Je voulais simplement vous montrer que là, on est sur 1500 patients. On était ravis d'avoir cet échantillon à l'époque. Si on refaisait l'étude, aujourd'hui, on recruterait 2 à 3 fois plus de patients. Donc l'année prochaine, nous allons poursuivre cette étude. Et peut-être qu'à l'occasion des rencontres de la biomédecine 2028, quelqu'un vous donnera des résultats différents, qui sait. Mais soyons ouverts pour faire évoluer les choses rapidement. C'est mon message. On prend ce qu'on a, mais soyons ouverts pour voir ce qui va se passer à l'avenir. Je voulais maintenant vous dire 2 mots sur ces 2 études. Ce sont des 2 études qui ont été publiées et qui semblent être opposées. Je ne dirais pas qu'elles soient opposées. Je pense qu'elles peuvent être complémentaires. Et nous avons commencé à les étudier en coopération avec le CMBNTR pour voir quelles sont les différences dans ces 2 cohortes qui pourraient expliquer les différences au niveau des observations. Alors, vous avez une étude qui est nord-américaine, principalement les États-Unis, mais aussi le Canada, et l'autre qui est européenne. Vous aviez 300 centres qui ont contribué des données, beaucoup de centres français qui ont proposé des données, et puis dans les auteurs, il y a des Français. Mais la diversité que l'on a en Europe, en termes de pratique, est sans doute plus importante que la diversité de pratiques aux États-Unis. Par ailleurs, le patrimoine génétique de la population est différent. Vous avez une population européenne et non européenne qui vit en Europe. Et pour le reste, eh bien, il y avait des différences en termes de critères d'inclusion. Et la plus grosse différence que je souhaitais mettre en avant, c'est qu'ils ont fait une étude sur les leucémies aiguës, alors que nous avons regardé différents types de cancers hématologiques. Et nous pensons qu'il y a des corrélations potentielles avec le type de diagnostic que l'on inclut dans l'étude. Donc, à chaque fois, il faut faire attention à cela, parce que peut-être que la pathologie joue un rôle, en fait. Le nombre de patients in vivo est très différent entre l'Europe et les États-Unis. Au Royaume-Uni, ils utilisent du Campa et la sérothérapie est très courante ici, alors que là-bas, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Mais en bout de course, on a tous vu les effets sur le GRFS. Croyez-moi, c'est constaté partout dès lors qu'on inclut du PTCY dans le traitement. Maintenant, des résultats publiés très récemment. Ici, on travaille tous sur le recrutement, la sélection des donneurs, et le NMDP vient de publier ses recommandations pour la sélection des donneurs. Ils n'avaient pas fait de mise à jour depuis 2019, donc il était plus que temps qu'ils le fassent. Et vous voyez qu'ils sont extrêmement prudents dans leurs recommandations. Mais il y a des différences par rapport aux recommandations précédentes. Et la question d'avoir une évaluation hiérarchique, étape par étape, de la sélection des donneurs, ce n'est plus ce qu'ils recommandent. Ce qu'ils recommandent, c'est que si vous avez un donneur compatible familial, c'est celui-là qu'il faut choisir, mais qu'ensuite, et notamment dans certaines situations cliniques dans lesquelles une greffe est plus qu'urgente, ou quand vous savez que les chances pour votre patient de trouver un donneur compatible sont vraiment minces, vous devez être ouvert à toutes les autres options dès le départ et pas faire les choses étape par étape. Donc, il y a l'algorithme chinois que vous avez montré et que j'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas qu'il travaillait de cette manière, mais les États-Unis aussi travaillent maintenant dans ce sens. Et surtout si vous introduisez du PTCY. Donc, les donneurs, apparentés ou non, alors c'est mieux d'en avoir des apparentés, sinon on passe rapidement aux options suivantes. Autre chose importante, pour leurs patients,
ils sont en mesure de fournir un service pour évaluer la probabilité de trouver des donneurs non apparentés en fonction des typages HLA et de l'ethnicité de la personne. Donc depuis longtemps, ils ont un outil qui est accessible à tous. J'ai une diapo là-dessus en backup, on pourra en discuter tout à l'heure. Vous allez sur leur site en ligne, vous rentrez les données de typage HLA du patient et vous dites, si vous le pouvez, leur appartenance ethnique et il vous donne un pronostic des chances que vous avez de trouver un donneur compatible. Et c'est vraisemblablement similaire à ce que vous faites avec vos recherches avec le WMDA, parce que vous avez des données sur le nombre de donneurs dont vous disposez et toutes les informations. Là, c'est fondé sur la génétique de la population. Mais dans tous les cas, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, je pense que c'est très utile d'évaluer cela dès le départ, parce que cela va vous justifier ce que vous allez faire ensuite pour votre patient. Je voulais simplement dire qu'une étude a été publiée très récemment de Stéphanie Lee qui démontre la valeur de l'utilisation de cet outil pour augmenter les chances de survie des patients, qu'ils aient été greffés ou non d'ailleurs. Quand vous avez une intention de traitement dès le départ, ils regardent quelle est la probabilité, ensuite ils font un suivi, ils randomisent deux bras de l'étude, et là on pourra en rediscuter tout à l'heure. Mais ce qu'ils recommandent pour la sélection, c'est de faire l'évaluation, et si votre patient a ce qu'on appelle une grande vraisemblance de trouver un donneur disponible, 95%, évidemment, on va dans ce sens-là. Si ce n'est pas le cas, vous allez directement aux options suivantes. Et j'aime beaucoup cette diapo parce que la disponibilité théorique d'un donneur en fonction des groupes ethniques aux États-Unis, si vous autorisez une incompatibilité, c'est extraordinaire parce que, par exemple, pour les gens d'origine africaine, subsaharienne, vous pourriez compter le nombre de donneurs sur une main, en théorie. Mais ici, ce niveau augmente à des douzaines, voire à des centaines de donneurs disponibles dès lors qu'on accepte qu'il y ait une compatibilité inférieure à 10 sur 10, ce qui est une bonne nouvelle. Après, comment on sélectionne les donneurs, ça c'est une autre question. Vous allez me dire, OK, je vais prendre les plus jeunes donneurs, et je pense que OK, c'est un bon critère. Mais n'oubliez pas que de toute façon, vous avez là affaire à des donneurs jeunes, âgés de 18 à 30 ans, 35 ans. Et on n'a pas vu d'énormes différences dans aucune étude. Ensuite, donc, si l'âge n'est pas le critère, comment vous allez dire au médecin quel est le donneur qu'il va falloir choisir? Et nous et d'autres sommes en train d'étudier cela d'un point de vue biologique. Et nous avons récemment étudié le rôle des différences entre les molécules HLA partagées et non partagées. Quand vous avez des molécules qui sont plus ou moins différentes en termes de fonctionnalité, et quand je parle de fonctionnalité, je reviens à la base, c'est quels sont les peptides que les molécules présentent aux lymphocytes T. Si il y a une grosse différence, on appelle ça élevé en divergence peptine, ou s'il n'y a pas beaucoup de différence, c'est bas en divergence peptide. Et grâce à cela, on a pu démontrer pour différents loci qu'on peut voir les choses au niveau in vitro. Et cela nous permet de montrer que ça a un lien également avec le résultat en bout de course. Donc, pour le DPC en général plus simple parce que vous avez moins d'allèles qui sont moins fréquentes, mais pour les incompatibilités de classe 1, vous avez plus de diversité et du coup, comment est-ce qu'on peut déterminer tout cela? Alors, la stratégie utilisée a consisté à étudier les peptides, donc le peptidome immunitaire que l'on avait, et ensuite de réduire une quantité phénoménale d'informations en quelque chose qui soit plus facile à gérer. Et c'est la raison pour laquelle on utilise les motifs de liaison des peptides. C'est un petit peu comme l'empreinte digitale de chaque allèle. À quel peptide préfère-t-elle se lier? Et ensuite, si vous pouvez trouver des molécules qui ont les mêmes motifs de liaison, vous pouvez les regrouper
en groupes qui ont des similarités et séparer celles qui n'ont pas ces similarités. Donc, d'autres collègues, je suis désolé là, d'autres collègues ont montré que c'était faisable. Avec une analyse statistique, on a montré que cette corrélation des peptidomes qui se chevauchaient d'une molécule à l'autre. Et je vous montre ici à quoi ça ressemble en termes de sélection. Par exemple, vous avez cette incompatibilité au niveau HLA. Votre patient ici, il est ici et votre donneur est à 36 O1. Et vous voyez les correspondants, enfin les compatibilités et les non-compatibilités. Il est 36 O1. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas super compatible. Mais si vous regardez ici les liaisons et le pourcentage, vous voyez qu'il y a beaucoup de similarités. Donc les empreintes digitales semblent très similaires. Et ces cellules du donneur ne vont pas reconnaître cette incompatibilité aussi fortement que d'autres incompatibilités qui sont plus divergentes au niveau des peptides. Et quand on parle du problème d'ethnicité ici, si on regarde de l'autre côté, votre patient A3601, il a un typage qui est très courant dans les populations d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et cet allèle, ici, est difficile à trouver quelque chose de compatible chez un caucasien d'Europe de l'Ouest. Mais si vous trouvez qu'il y a des fonctions similaires, eh ben vous allez trouver une meilleure compatibilité, un meilleur donneur pour votre patient, même si génétiquement, il y a une incompatibilité. Voilà, donc, je vous ai démontré le rôle critique de cette évaluation dans 2 études indépendantes, l'une menée par des collègues américains, l'autre menée ici en Europe plus récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde ce qui se produit avec le PTCY, c'est qu'on voit des effets similaires. Et ce que l'on dit, c'est que très probablement, cet algorithme qui vérifie les compatibilités va nous permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus pertinents dans le cadre clinique. J'ai envie de dire que, d'une manière formelle, tout est égal par ailleurs, mais si l'on regarde les détails, vous voyez que les greffes avec PTCY sont la cohorte la plus petite. Donc, attention, il va falloir travailler sur une cohorte plus importante, ce qu'on va faire bientôt, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte dès lors que l'on veut prioriser les dons de moelle osseuse. Et ici, vous avez des ressources en ligne pour évaluer la compatibilité entre vos donneurs et vos receveurs. Vous pouvez aller sur le site web du CIBMTR, inclure les données de typage de vos donneurs potentiels, ce qui vous donne le résultat, est-ce qu'ils sont compatibles au niveau PBM ou pas. Au moins, vous avez l'information. Tout ceci m'amène à ma conclusion. Ça a déjà été dit, mais je voudrais le redire. Le PTCY, c'est véritablement une révolution dans notre domaine. Depuis les 10 dernières années, ça a véritablement tout changé quant à la manière dont on travaille, de la sélection des donneurs jusqu'aux résultats cliniques. Et je peux dire que cela permet d'obtenir de meilleurs résultats au niveau de GBHV, surtout pour les patients. Et il faut maintenant qu'on ait plus de donneurs qu'on puisse étudier. Je pense que les greffes avec des HLA non compatibles, ça va être beaucoup plus courant dans notre domaine. Et il faut évidemment tenir compte de la compatibilité, mais d'autres variables biologiques. Et il faut aussi savoir quel est le niveau d'agressivité de la maladie, l'âge du donneur. Il a toujours été difficile de faire ce type de travail, mais aujourd'hui, c'est difficile, mais positivement difficile, parce qu'on a des moyens pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Je vous ai montré des résultats qui semblaient contradictoires entre les 2 grandes études qui existent à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y a des raisons qui peuvent l'expliquer sans doute. Et sans doute, en fait, que les études ne sont pas contradictoires. Elles se complètent, en fait. Et il y a des choses qui sont vraies pour vous en Europe. Mais moi, je ne suis pas européen d'origine. Mais il y a des choses qui sont différentes entre l'Europe et les États-Unis. Et
nous ne pouvons pas traduire les découvertes américaines au contexte européen parce que les choses sont différentes ici comme elles sont différentes en Chine ou ailleurs. Donc, c'est bien de savoir ce que font les Américains. Ça peut nous aider à organiser nos propres études ici en Europe afin de pouvoir faire bénéficier nos patients du meilleur état de la connaissance. Voilà. Et enfin, dans la mesure où je travaille sur l'immunobiologie et la génétique des greffes, il est important de continuer à faire des recherches. J'ai vu des données préliminaires qui ont été présentées par des centres français. Donc, c'est super. Il faut continuer à chercher côté biologique et côté clinique pour générer plus de données. Je pense que c'est beaucoup mieux que de prendre la première étude sortie et dire « OK, on avance et on regarde plus le reste ». Enfin, c'est la suggestion que je souhaitais vous faire. Sur cette conclusion, je voulais remercier ma professeure Katharina Fleischhauer, Pietro Crivello et tous mes collègues au niveau du CIBMTR et de l'EBMT, grâce à qui nous avons pu mener nos études. Et aujourd'hui, nous essayons de combiner nos forces pour mieux comprendre ce qui se passe à l'ère du CBTY. Et j'espère que très bientôt, nous serons en mesure de publier plus d'informations. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici et merci à tous et toutes pour votre attention. Merci beaucoup, c'était impressionnant. Les 3 présentations suscitent beaucoup de questions, je pense. Donc, je vais vous inviter à venir ici avec nous pour répondre aux questions. Alors, le temps est un peu compté, mais j'ouvre la session pour des questions dans la salle. Excellent presentation. Excellente présentation. Ma question est pour Esteban. 2 questions. Tout d'abord, concernant tout ce que vous avez dit, quelles sont vos recommandations concernant la structure des registres? Deuxièmement, vous avez parlé de GVL et de GVSD et vous avez dit que GVSD est la cible pour le PTCI. Pourquoi cela n'augmente pas le GVL? Eh bien, concernant la première question, je n'ai peut-être pas montré des données là-dessus, mais vous savez que les gens préfèrent les donneurs plus jeunes. Donc, les registres, eh bien, je leur recommanderais de s'intéresser aux donneurs les plus jeunes possibles. Enfin, entre 18 et 35 ans, il ne semble pas y avoir, du point de vue clinique, de différence dans cette plage d'âge. Donc, il faut trouver un équilibre, mais se concentrer sur les donneurs les plus jeunes me semble être une bonne idée. La diversité génétique est absolument nécessaire de nos jours. Il faut essayer de trouver des donneurs de différentes origines. Et en Grande-Bretagne, par exemple, il y a eu beaucoup d'efforts effectués pour que les gens provenant d'Asie du Sud s'inscrivent dans les registres. Ici, il y a aussi une grande diversité. Donc, ça serait ma recommandation. L'âge et la diversité ethnique. Concernant la deuxième question, ce qui est intéressant, c'est cette dualité. On s'attend toujours à ce que si l'on fait quelque chose au GVHD, cela ait un effet sur la GVL. Et si on pouvait séparer les deux, ça serait formidable, et ça fait 20 ans qu'on essaye de le faire. C'est toujours difficile. Ce que l'on peut dire, c'est que les risques de GVHD ont été fortement abaissés avec le PTCY, et je n'ai pas vu de données indiquant qu'il y ait un plus fort taux de rechute. Mais il y a toujours un prix à payer à un moment ou à un autre, alors il faut peut-être faire des études concernant les rechutes. Il y a de nombreux groupes aux États-Unis et nous allons commencer à étudier cela pour essayer de comprendre cet aspect des choses. Quel est l'effet sur les réponses GVL? Je pense qu'il va y avoir une réduction du GVL global.
Quel type d'effet cela va avoir? C'est difficile à dire parce qu'il y a différents sous-ensembles affectés différemment par le PTCY, ce qui est dommage parce qu'on aimerait bien avoir une réponse globale, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a un risque accru de rechute avec le PTCY? Et ça, c'est important à savoir. Et si c'est le cas, il faut pouvoir désagréger ces données pour savoir quel type de mismatch va avoir un effet sur les rechutes ou pas. Et on peut peut-être mélanger les modèles antérieurs. Mais une plus grande immunogénicité peut avoir un effet. Les choses ne sont pas très claires encore, mais nous essayons d'étudier cela. J'espère que d'ici quelques années, on va pouvoir vous dire si votre patient a une leucémie à très haut risque et vous êtes presque sûr qu'il y aura une rechute. Essayez de trouver un donneur qui va réduire le risque de rechute le plus possible. Merci beaucoup pour ces présentations. Philippe Iden, France-moi l'espoir pour les associations qui aident les malades et les familles. Vous nous ouvrez des espoirs extraordinaires pour l'avenir. Juste introduire une perspective un tout petit peu différente, celle du donneur. Il est clair qu'entre un donneur intrafamilial et un donneur anonyme de fichiers, le vécu ne sera pas le même, en particulier s'il y a une GVH chronique qui se développe quelques années après. Ça sera beaucoup plus difficile à vivre pour le donneur intrafamilial que pour le donneur non apparenté qui ne connaîtra pas cette éventuelle survenue. Et donc, ça serait extraordinaire de pouvoir diminuer donc, la charge et le poids qui pèsent aujourd'hui potentiellement sur les donneurs intrafamiliaux, y compris haploïdentiques, parce qu'ils ont sauvé sans doute la vie de quelqu'un, mais peut-être qu'il y aura un prix à payer plus tard pour la qualité de vie de la personne qui aura été transplantée. Merci beaucoup pour ce commentaire, effectivement, qui a son importance sur cette justement histoire de dualité de l'effet bénéfique, la GVL, et le prix à payer de la GVH. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les efforts se concentrent pour les patients qui ne rechutent pas sur la qualité de vie et la prise en charge de cette GVH. On a maintenant des possibilités thérapeutiques qui se développent dans ce contexte-là et qui permettent de vraiment mettre l'accent sur cet aspect. Donc, c'est en mouvement aussi là-dessus. Le deuxième point que vous abordez très bien par rapport aux conséquences psychologiques potentielles pour les apparentés, c'est des choses qui sont de plus en plus étudiées, et je pense que c'est un point supplémentaire à mettre dans la balance quand il va falloir choisir le donneur à partir de plusieurs caractéristiques. C'est un point comme les autres caractéristiques, et je pense qu'il faut vraiment y faire attention et ne pas prendre de décision basée sur un seul critère, le HLA, le donneur, l'âge, mais c'est vraiment une réflexion globale, et peut-être qu'aujourd'hui c'est ça qui nous manque, c'est de faire le lien avec la maladie du patient, comme ce qui vient d'être dit juste avant. Quel donneur on va choisir pour un patient qui a une maladie particulière qu'on arrive aujourd'hui à décrypter de manière très fine avec les outils de génétique en particulier. On ne parle pas de une LAM par exemple, mais de plein de leucémies différentes. Et ça aujourd'hui on ne le prend peut-être pas encore assez en compte, et on a encore beaucoup de travail à faire dans ce contexte-là. Moi, je voulais juste demander au labo HLA, c'est pas du tout qu'on arrête le HLA, pas du tout. C'est encore plus compliqué qu'avant. Est-ce que vous, déjà, dans votre pratique au quotidien, vous avez déjà vu changer votre vie en termes de recherche de donneurs, finalement ? Oui, puisqu'on voit bien que maintenant, la recherche de donneurs va d'emblée aller sur à la fois les familiaux, les registres, toutes sortes de familiaux, etc. Donc, on mène en parallèle des recherches qui sont, qui prennent du temps et donc qui sont difficiles parfois. De plus, avec les outils, là, par exemple, pour chercher les donneurs, les outils sont assez bien faits pour rechercher des 10 dixièmes ou des 9 dixièmes. Mais encore une fois, pour rechercher en deçà des 8 ou des 7 sur 10, on voit bien que les outils doivent évoluer, puisque les algorithmes de matching, quand on les cherche, pour le coup, ne nous permettent pas de bien potentiellement les identifier.
Donc ça, c'est un sujet aussi à évoluer. Et je pense aussi qu'on ne parle pas assez des anticorps anti-HLA, puisque avec tous ces mismatchs, nous, on arrive souvent quand même à des patients, enfin souvent non, mais il y a des patients qui malheureusement, du fait de leur immunisation anti-HLA, n'arrivent pas à trouver des donneurs pour lesquels ils n'auraient pas ce qu'on appelle les DSA, donc c'est des anticorps qui vont cibler le donneur, et que du coup il y a aussi des évolutions à faire pour essayer de diminuer ces immunisations chez les receveurs pour permettre l'accès à un grand nombre de donneurs. Donc toujours plus de HLA. Je vais juste me permettre de dire un mot. Au nom de toutes les familles et les patients que nous suivons, que nous représentons et que je représente aujourd'hui et que je suis, puisque je suis aussi maman de patients, eh bien, je voulais juste vous dire un grand merci à tous parce que vous êtes acteurs du combat et grâce à vous, nos enfants, nos proches sont encore en vie aujourd'hui.